Lorsque Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870, il ne sait pas encore qu'il signe la fin de son règne. La guerre sera sans merci. L'armée impériale française ira de défaite en défaite. Le 2 septembre 70, c'est la chute de Sedan qui entraîne la capitulation de Napoléon III. L'empereur est fait prisonnier avec 80 000 hommes. 500 canons sont pris par l'armée prussienne qui progresse vers Paris. À l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple de Paris manifeste devant le Palais Bourbon. La déchéance du Second Empire est acclamée. À l'hôtel de ville, Jules Favre proclame la République. Un gouvernement de la défense nationale est constitué sous la présidence du général Trochu. Mais les événements vont s'accélérer car les Prussiens sont aux portes de la capitale. Le 19 septembre commence le siège de Paris. Il allait durer 138 jours. Gambetta quitte Paris en ballon à destination de Tours pour tenter de lever des armées en province, en vain. Guillaume Ier s'installe à Versailles le 5 octobre. 3 mois plus tard, il s'y fera proclamer empereur. Le siège de Paris va être cruel pour les habitants de la capitale. Durant cet hiver rigoureux, alors que les défaites dans l'Est se succèdent, on meurt de faim dans les faubourgs. Tout ce qui est mangeable est mangé. On va jusqu'à tuer les pensionnaires du parc zoologique. Sursaut patriotique. Les recrues des bataillons de la garde nationale vont élire leurs officiers et ont fait venir des ports de l'Atlantique les batteries de marine. En décembre, plusieurs tentatives de sortie pour briser le siège de la capitale se solderont par des milliers de morts. Il en sera de même le 10 janvier pour la sortie de Buzenval. Ce sont les gardes nationaux qui constituent l'essentiel des forces. Et malgré les premiers succès de l'offensive, les généraux ordonnent la retraite. L'exaspération face à la conduite de la guerre atteint son paroxysme. Portés par des rumeurs de capitulation, d'autres manifestations insurrectionnelles échoueront, comme celle du 22 janvier 1871, alors que les Prussiens bombardent Paris. Enfin, le 26 janvier, l'armistice est signé, à Versailles. Les conditions de la capitulation sont humiliantes. Bismarck exige des dommages de guerre, 5 milliards francs or, la cession de l'Alsace-Lorraine et l'organisation d'élections législatives qui auront lieu le 8 février. Pour le peuple de Paris, il s'agit d'une véritable trahison. Le 29 janvier, les Allemands prennent les forts. L'Assemblée nationale est réunie, Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif de la République française. Il signera avec Bismarck les préliminaires de paix le 26 février. Ultime humiliation enfin avant de laisser l'Assemblée nationale siéger à Versailles, Bismarck exige une parade des troupes allemandes sur les Champs-Élysées. La condition ouvrière est pénible pour tous ceux qui n'ont que les bras pour survivre. Germinal et les Misérables se vivent chaque jour dans le Paris des faubourgs populaires. Les enfants travaillent à partir de 8 ans jusqu'à 15 heures par jour. Chez les ouvriers considérés comme une classe dangereuse, les insurrections des Canuts de Lyon et les journées de juin 48 sont encore vivantes dans les esprits. Durant le siège, les clubs révolutionnaires se multiplient. On y dénonce l'incompétence des généraux. On y parle de révolution sociale, de république universelle et d'égalité. Nombreux sont les ouvriers à avoir rejoint l'Association internationale des travailleurs fondée en 1864 par Karl Marx. Beaucoup parmi eux se retrouveront élus de la Commune et les idées socialistes portées par Proudhon, l'auteur de la formule « La propriété c'est le vol », font leur chemin. Il en est de même pour les idées de l'infatigable révolutionnaire Auguste Blanc. À l'annonce du coup de force de Montmartre, se dressent dans toute la cité des barricades où flotte le drapeau rouge. Les généraux Lecomte et Thomas sont fusillés. Les canons sont déplacés
mis sous surveillance de la population et de la garde nationale. Les premiers décrets donnent le ton, remise totale des loyers, moratoire des échéances commerciales. Suivront l'abolition des privilèges des officiers publics et la gratuité des actes administratifs. La séparation de l'Église et de l'État et la confiscation des biens des congrégations religieuses interviendront dès le 2 avril. Pendant qu'à l'Hôtel de Ville, la commune vote ses premières décisions, à Versailles, Thiers reconstitue une armée avec la complicité des Prussiens qui libèrent les prisonniers français. Les défaites des communards vont conforter l'offensive versaillaise dès le 11 avril. Asnières, Courbevoie et Boulogne sont conquises, Paris est cerné. Au nord et à l'est par les Prussiens, à l'ouest et au sud, face aux communards, par l'armée versaillaise. La commune votera l'interdiction des amendes sur les salaires dans les ateliers et administrations, la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, la restitution des objets de moins de 20 francs mis en gage au mont-de-piété. La commune désigne des élus à la tête de 9 commissions. Le Hongrois Léo Frankel s'occupe du travail, Francis Jourde des finances, Eugène Proto de la justice et Édouard Vaillant de l'enseignement. Cette dernière commission doublera le traitement des instituteurs, instaurera l'égalité avec les institutrices et travaillera à la promotion de l'école laïque. Au nord-ouest, les combats se fixent à Neuilly, défendu par le général polonais Dąbrowski. Comme lui, nombreux sont les étrangers à avoir rejoint la cause de la commune, polonais, russes, allemands, italiens, belges, hongrois. Considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis. La liberté d'expression permet à l'effervescence révolutionnaire de se répandre. Cependant, le 18 avril, on interdira les journaux pro-versaillais. De grands journalistes comme Félix Piat siègent à la commune. Pendant que les caricaturistes s'en donnent à cœur joie, le peintre Gustave Courbet est élu à la Fédération des artistes. D'autres peintres célèbres, tels Corot, Daumier ou Manet, rejoindront la cause communiste. Dimitriev se battra sans répit pour l'égalité des sexes. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours le potage de l'homme, comme disait le vieux Molière. Les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité des sexes. J'ai pu remarquer cependant que malgré eux, et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes ont l'air de nous aider, mais se contentent toujours de l'air. Les femmes ne mendieront pas leur place dans la commune. Elles sont cantinières, cardeuses de matelas, relieuses, ouvrières, mais aussi combattantes dans les bataillons fédérés. Toutes seront très actives au sein de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. À la poterne du Point du Jour, près de la porte de Saint-Cloud, un informateur avertit les troupes versaillaises que les bastions sont dépourvus. Le général MacMahon pénètre facilement dans Paris sans rencontrer de résistance. Aussi, Versailles inventera des scènes de combat pour glorifier cette attaque du 21 mai. Le conseil de la commune n'apprendra la nouvelle qu'à la fin de la journée. Ce sera sa dernière séance. Une déclaration de Delécluze est placardée dans tout Paris. Citoyens, assez de militarisme. Plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants, aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Citoyens, vos mandataires combattront et mourront avec vous s'il le faut. Mais, au nom de cette glorieuse France, mère de toutes les révolutions populaires, foyer permanent des idées de justice et de solidarité qui doivent être les lois du monde, marchez à l'ennemi. La commune compte sur vous. Comptez sur la commune. « 900 barricades tenues par des hommes de tous âges, mais aussi des femmes et des enfants, se dressent dans la capitale. Le 23 mai, les Versaillais progressent, enlèvent la Concorde, la gare Montparnasse, la place d'Enfer et s'emparent des canons fédérés à l'école militaire. Pas de prisonniers, les communards, ou supposait-elle, sont immédiatement fusillés.
Sous l'effet des obus de Versailles, les immeubles flambent, mais les insurgés sont aussi à l'origine des incendies pour tenter de s'opposer à l'avancée des troupes versaillaises. Les communards se battent avec acharnement au carrefour de la Croix-Rouge, au Batignolles, à la place Clichy. Le général Dombrowski est tué sur une barricade rue Mira. Le 24 mai, de la rue Royale à la préfecture de police, en passant par les Tuileries, Paris brûle. Et à l'intérieur du Panthéon, on se bat au corps à corps. Et à la place Blanche, ce sont des femmes qui défendent les barricades. Ces femmes étaient cantinières, infirmières, soldats. Plus de 10 000 femmes, au jour de mai, combattirent pour la liberté. Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses, des incendiaires porteuses de pétrole. Il n'y eut pas de pétroleuses. Je ne vis que moi criant « Le feu! Le feu !» devant ces monstres de Versaillais. À l'annonce de plusieurs centaines d'exécutions sommaires autour du Panthéon, Ferret signe l'ordre de fusiller 6 otages, dont l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. En quittant l'hôtel de ville, les communards incendient l'édifice et se réfugient à la mairie du 11e. Le 25 mai, à la butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement, Wróblewski résiste jusqu'au soir avant de se retirer vers la Bastille. Sur la rive droite, on se bat dans le Marais, aux alentours de la place du Château d'Eau, où Delescluze trouve la mort sur une barricade. Les Versaillais comptent 130 000 hommes, bien équipés face à une dizaine de milliers de combattants de la commune. Ils enlèvent la ville en 5 jours, par mouvements tournants qui prennent à revers les barricades. Il ne reste aux communards que les buttes Chaumont, Belleville, le Père-Lachaise, dont les canons pilonnent les Versaillais jusqu'à épuisement des munitions. Le 26 mai, la lutte se concentre autour de la Bastille, qui tombe à la fin de la journée. Millières est fusillé sur les marches du Panthéon en criant « Vive l'humanité !» Les combattants de la Villette sont débordés, se replient sur Belleville. La répression est féroce. Les hommes qui ont des traces de poudre sur les mains sont immédiatement fusillés. Le conseil de la commune n'existe plus. Les élus qui ne se battent pas sur les barricades se replient rue Axo, place forte des Fédérés. C'est ici que l'on amènera 50 otages extraits de la prison de la Roquette. Nous sommes ici sur le haut de Belleville, le 26 mai 71, le cortège des otages, avec en tête les enfants perdus du général Eudes, ont emmené donc ces fameux otages jusqu'au jardin de la mort, l'enclos de la mort. Dans ces 50 otages, il y avait donc 10 prêtres, diocésains ou de différentes congrégations. Il y avait donc 3 mouchards, un policier de la brigade politique, Lagrange de l'Empire, et puis le reste était donc des gardes républicains, des gardes de Paris, on appelait ça à cette époque, c'est les gardes républicains d'aujourd'hui, et puis quelques gendarmes. Le photographe Appert a fait une photomontage de la fusillade du mur qui est complètement rocambolesque parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc là, sur la photo d'Appert, on voit les communards bien alignés qui fusillaient les curés alors que ça a été un massacre. Les responsables de la commune ou du comité central voulaient empêcher ce massacre. Et en fait, il a été tout à fait sauvage une fois que les otages ont été poussés dans le jardin. Il n'a pas duré longtemps, environ un quart d'heure. Donc on ne sait même pas s'ils ont été fusillés 10 par 10. Et il semble que ce soit une femme, une cantinière, qui ait commencé le feu. Le 27 mai, Belleville est attaquée de tous côtés et les combats au Père-Lachaise se terminent à l'arme blanche. Plusieurs centaines de prisonniers sont fusillés devant ce qui deviendra le mur des Fédérés. Et la dernière barricade tombera le 28 mai. Par les rues escarpées de Montmartre, lui qui avait risqué sa vie pour sauver les otages de la rue Axo fut traîné une grande heure. Sous la grêle des coups, sa jeune tête méditative qui n'avait jamais eu que des pensées fraternelles
devint un hachis de chair, l'œil pendant de l'orbite. Quand il arriva à l'état-major, il ne marchait plus, on le portait. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre à coups de crosse. On chassait l'homme jusque dans les catacombes avec des chiens et des flambeaux. Tout était plein de morts. L'odeur de cette immense sépulture sur la ville morte attirait un horrible essaim de mouches de charnier. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. Il y avait sur Paris un dôme de fumée. Le vent apportait comme un vol de papillons noirs des fragments de papier brûlé. Versailles étendit sur Paris un immense linceul rouge de sang. Les morts dans la commune, combien y en a-t-il eu? Combien les Versaillais ont tué de communards? Ils en ont avoué 17 000. Lys Agaray, un des grands historiens, a dit 20 000. On peut parler de 30 000 probablement, qui avaient des populations flottantes. On ne sait pas, et je pense qu'on ne saura jamais. Moi, j'ai trouvé un document qui, pour 12 arrondissements, pour les morts sur les barricades et autour des barricades, qui monte à déjà 7 000. Alors ça ne comporte pas les gens qui ont été fusillés dans les cours prévôtales, dans des tas d'endroits, enfin, suite à leur comparution devant des cours prévôtales, et qui ont été exécutés tout de suite. Donc par milliers, dans les prisons également. Donc on ne sait pas exactement. Après la semaine sanglante, 43 000 hommes, femmes, enfants seront faits prisonniers, beaucoup fusillés ou condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, une île accessible après 5 mois de navigation terrible. C'est parce que Paris a fait mourir 64 otages qu'ils ont déchaîné Gallifet, ceux-là c'étaient des personnages. Mais les 30 000 damnés dont le ver boit les lèvres closes n'ont droit sous les cieux étonnés qu'aux larmes de l'aube et des roses. Par le sang qui ruisselle et bout, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte. Debout, 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 jurons de venger notre morte. Le traité de Francfort fut signé avec l'Allemagne en mai. Thiers pouvait alors féliciter le général MacMahon au mois de juin. Dans les faubourgs parisiens, des professions entières avaient été décimées par la répression ou l'exil. 6 000 communards trouveront refuge en Angleterre, en Belgique, en Suisse, tel le géographe Élisée Reclus ou le compositeur Jean-Baptiste Clément. Paris mettra 20 ans pour reconstituer sa main-d'œuvre qualifiée et le savoir-faire de ses artisans disparus. Les anciens de la commune viendront chaque année au mur des fédérés du Père-Lachaise commémorer les 7 semaines durant lesquelles Paris avait rêvé d'un monde plus juste. Cet événement restera la référence du mouvement ouvrier international. C'est sur cette île du Pacifique, à 20 000 km de la France, que subsistent les traces les plus parlantes de la commune de Paris, la Nouvelle-Calédonie, là où furent déportés les insurgés survivants après la défaite. Ils étaient typographes, maçons montés du Limousin, journalistes ou forgerons, tanneurs ou teinturiers, ouvriers, ébénistes, charpentiers, mécaniciens, comptables, soldats fédérés dans la garde nationale, tous condamnés pour avoir rejoint, après la capitulation française face à la Prusse en 1871, la cause de la Commune. De leur passage ici, sur l'île des Pins, ne restent que les vestiges de quelques bâtiments,
et ouvrages d'art, les ponts, la route, le château d'eau, la prison. Dans le cimetière des communards reposent plus de 400 insurgés. Avant de quitter l'île, les survivants de la déportation érigèrent un monument du souvenir. Prisonnière elle aussi en Nouvelle-Calédonie, l'institutrice Louise Michel sera la dernière à rejoindre la France, après l'amnistie de 1880.